Bonjour à tous. Bonjour également à tous ceux qui nous regardent devant leurs écrans. Madame la sénatrice, madame la journaliste, madame l'assistante et messieurs. Deux mots sur la politique du département en matière d'investissement. Alors quand on parle d'investissement des départements, on a toujours, si vous voulez, la comparaison qui se fait immédiatement avec le budget de fonctionnement. La loi prévoit que le département a essentiellement une compétence sociale qui représente grosso modo 60% du budget de fonctionnement. Ce qui est terrible, c'est que la compétence sociale, on la maîtrise au sein d'un département, mais on ne maîtrise ni les lois qui sont votées en direction des citoyens, qui sont votées donc par le Parlement, ni l'évolution de la situation sociale, notamment due à des crises comme celle que nous traversons actuellement. Et finalement, en bas de l'échelle, le département, lui, est obligé de jongler pour arriver à maîtriser son budget en dépenses sociales, parce qu'effectivement, dépend après l'investissement. Il y a presque une antinomie, si vous voulez, dans les départements, tous les départements, entre cette compétence sociale et l'obligation qui est faite par d'autres compétences d'investir, notamment dans les collèges et sur les réseaux routiers. Il faut saluer quand même le travail qui a été fait. Alors, je suis content que le président Bois soit là aujourd'hui, depuis 5 ans, puisqu'on a quand même réussi à faire en sorte que l'évolution du budget de fonctionnement du département ne dépasse pas 1,2% par an. Ce qui est quand même, pas un exploit, mais enfin quand même une performance dans la mesure où les contraintes sont nombreuses, je viens de le dire, sur les dépenses sociales. Cette année, on est même à 1,14% d'augmentation du budget de fonctionnement par rapport à l'année dernière, et ça nous permet encore d'avoir un budget d'investissement correct pour un département à hauteur de 130 millions d'euros. Bon an, mal an, on est toujours dans les 130 millions d'euros et on est à peu près toujours dans les 50 millions d'euros pour les infrastructures routières. Cette année sera, comme l'année dernière, si vous voulez, une cinquantaine de millions d'euros d'investissement sur les structures routières. Mais il y a également d'autres travaux, si vous voulez, qui sont consentis par le département auprès des communes, notamment pour les stations d'assainissement, les réseaux, qui ajoutent, si vous voulez, encore à ce budget d'investissement travaux publics, on va dire, du département du Gard. Alors là, j'ai une petite note, si vous voulez, parce que je crois que Christophe tu avais demandé ce qu'on donne quelques précisions. Donc, vous me permettrez de lire, parce que je ne connais pas tous les chantiers qui se font dans le département de mémoire. Sur l'année 2021, dans ce qu'on appelle la mobilité 1, MOB 1, il s'agit de connecter le réseau gardois aux grandes infrastructures, il est prévu 4,6 millions d'euros. La desserte du bassin Viganel et RD 999, alors vous allez dire, bon, c'est le hasard, c'est pas parce que moi je suis conseiller départemental du Vigan qu'elle y est, mais incontestablement, si vous voulez, le Vigan a besoin d'être désenclavé. Et je voudrais d'ailleurs, c'est une petite incidente, j'en parlais avec Fabrice tout à l'heure, saluer l'extraordinaire projet qui est en train de mûrir sur la petite ville du Vigan, qui fait quand même moins de 5000 habitants, suite à l'inauguration du campus connecté, donc au fait qu'une vingtaine d'étudiants peuvent suivre des études au lycée-collège du Vigan pour l'instant, sans avoir à se déplacer nécessairement tous les jours à Nîmes ou à Montpellier. Le projet évolue puisque vient d'être acquis l'autorisation d'une école d'infirmières à la rentrée prochaine, et 2 sections de BTS sont en préparation sur le campus universitaire, on va dire, du Vigan, si vous voulez, c'est extraordinaire, avec en prévision la restauration d'un bâtiment qui d'ailleurs appartient au département, de manière à accueillir une soixantaine d'étudiants dans les 18 mois qui viennent, si vous voulez. Donc je trouve que pour une petite ville de moins de 5000 habitants, c'est comme un projet tout à fait extraordinaire. Voilà. L'incident est terminé. D'où la nécessité, si vous voulez, quand même, qu'on ait un accès correct. Voilà, je viens de vous le dire. Pour la liaison Nîmes-Beaucaire et la participation au CPER, bien sûr, que vous connaissez bien. Autre incidente, puisque au CPER, on souhaite maintenant, avec la région, pouvoir faire inscrire la future déviation nord de Nîmes. Et je vous signale que nous avons une réunion, une première réunion de concertation entre Agglo, Ville de Nîmes, Alès, etc., et le département, pour faire un premier tour de table financier. Compte tenu que, je le précise aux élus nîmois, on ne peut pas accuser le département d'avoir tardé sur cette déviation nord. Nous avions déjà posé une enquête d'utilité publique il y a 2 ans. L'armée, entre-temps, a voulu changer son itinéraire, son tracé, on peut le comprendre. Et donc maintenant, c'est la semaine dernière, si vous voulez, que j'ai demandé à l'état-major, enfin au chef de l'état-major nîmois,
un engagement définitif sur le tracé, de manière à ce que nous puissions vraiment faire tous les dossiers d'impact, toutes les préliminaires à la réalisation, et attaquer ces travaux dans quelques années. Voilà, donc il reste quand même, ce qui n'est pas le moindre des problèmes, à résoudre le problème financier, mais enfin, c'est un projet tellement structurant qu'il nous faut le faire. Je pense que l'État interviendra. J'espère aussi que le déclenchement de la réflexion avancée sur la déviation nord fera progresser le contournement ouest de Nîmes, dont l'État est maître d'ouvrage. Et dans le cadre du plan de relance, effectivement, on peut parler de plan de relance, mais ce serait bien de démarrer au plus vite ce contournement ouest. Alors, une anecdote, pardonnez-moi, ça me plaît de le dire quand même, parce que je trouve ça étonnant. On parle de plan de relance, et c'est vrai que l'État, si vous voulez, s'est engagé fortement aux côtés des entreprises, aux côtés du secteur économique. En vrai, il y a quand même des trucs qui surprennent quelquefois. Par exemple, si vous voulez, suite aux dégâts d'inondation dans la vallée de l'Hérault, dans la haute vallée de l'Hérault, l'État s'engage à donner 50%, les départements 15 et 15, de manière à ce que les communes puissent être aidées, d'ailleurs pareil pour les travaux sur le réseau départemental, puissent être aidées à hauteur de 80%. Et effectivement, ce sont des travaux à faire de manière assez urgente. Mais les représentants de l'État, quand ils viennent sur le terrain, ils font un peu comme faisait la famille Proust à une époque, si vous voulez, en tant qu'assureur. Ils appliquent maintenant un coefficient de vétusté. C'est-à-dire que sur la subvention qui était prévue, il y a 25% de vétusté. C'est la première fois, ça vient de sortir, si vous voulez. Et je le trouve un peu contradictoire avec l'idée du plan de relance. Voilà, bon, alors je continue. Je n'en ai pas pour très longtemps. Pour ce qui concerne la rénovation du patrimoine routier, c'est 26 millions d'euros qui sont consentis cette année. Je rappelle l'engagement oral de Françoise Laurent-Périgot, la nouvelle présidente, suite à celui qu'avait pris l'année dernière Denis Bois, c'est-à-dire en décision modificative de remettre éventuellement 3 ou 4 millions d'euros selon le besoin des entreprises et selon aussi le degré de préparation des chantiers, bien entendu. Alors, l'année dernière, ça avait été assez facile parce que c'était des enrobés pour le secteur dont tu as dit qu'il était un des plus sinistrés. Évidemment, ce sera certainement sur la même chose parce que sinon, le reste demande plus de préparation, tu l'as dit tout à l'heure. Pour ce qui concerne la modernisation et la sécurisation des déplacements quotidiens, ce sont 11,5 millions d'euros. Alors là, ce sont tous les travaux, si vous voulez, y compris l'aide consentie aux communes pour les traversées de village, qui sont quand même une modalité d'intervention du département très populaire, puisqu'il s'en fait de plus en plus. Et à ce sujet, je vais vous dire, le courrier est prêt également, si vous en écrivez beaucoup maintenant au département. Le courrier est prêt pour... c'est le moment où il faut le faire, puisque les budgets sont en train de se voter ou vont se voter dans toutes les communes du département, pour inciter les communes à activer leur réflexion et leur lancement je te regarde, mais tu as raison. Le lancement de leurs travaux, si vous voulez, parce qu'effectivement, dans ces périodes post-électorales, il y a donc souvent des changements de municipalité, donc souvent des changements de politique, des subventions qui ont été accordées régions, départements, États, mais qui ne sont pas mises immédiatement en place. Tant que les nouvelles équipes se mettent en place, on va les inciter, si vous voulez, le plus vite possible, parce qu'effectivement, il y a des travaux derrière qui sont finalement importants. Et puis, je tiens à dire, puisqu'on en a parlé également tout à l'heure, de ce déplacement nouveau sur les voies vertes. Cette année, ce sont 5,4 millions d'euros qui sont consentis par le département, qui permettront de faire 41,5 km de plus de voies vertes, ajoutés aux 132 qui existent déjà. Donc on sera à 175 km, si vous voulez, de voies vertes dans le département en fin d'année. Et à la fois, c'est du travail, tu l'as dit, à la fois aussi, c'est une nouvelle façon de circuler. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la popularité de la réalisation de ces voies vertes est immense, parce que je ne suis pas sûr que les gens pensent à l'entreprise et au travail que ça donne, mais ils pensent surtout à leur confort et une nouvelle manière de vivre qui est plus, si vous voulez, dans l'évasion, dans la nature, plus que dans d'autres choses. Et je vais terminer en disant quelque chose que j'ai failli oublier, mais quand même qui est important, c'est que à chaque chose, malheur est bon, et je trouve que la crise, la pandémie actuelle, si vous voulez, a quand même souligné le rôle social des entreprises. Ça a été dit au début, vous, particulièrement dans le Gard, vous avez joué ce rôle social en essayant de maintenir vos salariés, de ne pas les perdre, parce que ce sont aussi des compétences qui auraient pu se perdre. Et ça, c'est très important parce que il y a encore, on va dire il y a plus d'1 an, parce que la crise date d'1 an maintenant, il y avait quand même cette idée très française de dire que les entreprises ne sont pas des profiteurs, mais des gens qui pensent enfin les entrepreneurs, à eux avant tout. Et là, on se rend compte vraiment du rôle social de l'entreprise. Sans entreprise, pas de salariés, c'est clair. Et donc des gens dans la misère.
Voilà, je vous remercie et à bientôt.